Bonjour à tous. Je suis Karine Bouchard, directrice générale et artistique du Sabord. On est réunis aujourd'hui pour un événement autour du 128, du numéro 128 Foudre. En fait, peut-être pour ceux et celles qui sont réunis avec nous pour la première fois, ça fait quelque temps qu'on fait des séries qui s'appellent Conversations avec, où on regroupe auteurs et artistes, et auteuristes et artistes du numéro pour nous parler plus en profondeur de leurs travaux. Dans le fond, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Juste avant qu'on vous les présente, je voulais juste voir avec vous qu'est-ce que le sabord pour ceux et celles qui ne nous connaissent pas encore. Et ceci dit, bienvenue à tous ceux et celles pour qui c'est la première fois. Le sabord, on est une revue de création en art visuel et littérature. On est publié 3 fois par année. Donc, on est un périodique culturel au Québec on est quand même unique dans ce créneau-là. On propose une alliance entre littérature et art visuel, une rencontre entre les deux arts. Puis on aime bien développer les correspondances, les dialogues, etc. autour d'un thème plus précisément. On regroupe auteurs, autrices francophones, artistes visuels québécois, canadienne. Et la revue a été fondée en 83, donc ça fait 41 ans aujourd'hui. Ma collègue Anne-Marie Duquette et moi, donc Anne-Marie Duquette qui est directrice littéraire, et moi sommes présentes depuis quelques années déjà. Et on va vous présenter le déroulement de l'événement, puis surtout aussi le thème du numéro. Alors, pour le numéro 128, le numéro foudre, on a voulu penser la foudre vraiment dans une visée créatrice, dans sa visée positive. Donc, on voulait la présenter plutôt sous l'angle de l'éclair de génie, de l'illumination, du jaillissement de l'idée, de la création, plutôt que sous son angle destructeur ou plus négatif qu'on peut voir souvent. Donc, c'est un peu dans ce filon-là qu'on avait proposé notre appel à texte. Et on est vraiment ravis du numéro que ça a donné, qu'on trouve pour le coup vraiment diversifié. Les textes nous amènent tous dans une lignée assez complémentaire et très différente, et je le trouve particulièrement dynamique à ce niveau-là. Donc, il regroupe les poètes Martin Audet, Valérie Forgue, Mallory Yawanda Picard, Félix Légaré et Geneviève Rioux. Il comporte aussi une traduction de la poète islandaise Meg Matisch, fait par Vicky Bernard. Du côté de la nouvelle, ou plutôt du texte en prose, il regroupe également la nouvelle de Christina Moccini, une nouvelle très poétique d'Alizé Goulet, et un magnifique échange épistolaire entre Jennifer Bélanger et Viviane Velter, présente avec nous aujourd'hui. Bien sûr, on a plusieurs artistes visuels dans le numéro. Le Sabar a adopté pour le numéro 128 une nouvelle formule. On a fait appel à une commissaire invitée, Charlotte Laloux-Rousseau, pour regrouper 5 artistes. Charlotte Laloux-Rousseau, si je la nomme un peu, elle est forte de ses expériences de commissaire, conservatrice, critique d'art. Et vraiment, elle a su composer un numéro unique autour du thème foudre qui réunissait Charline Daly, Emma Walto-Hauss, Lynn Codet, Philippe Caron-Lefebvre et Karine Savard. Aussi, notre numéro comporte Ancrage, qui est une section, en fait, c'est la quatrième publication de la section Ancrage dans nos numéros. Pour le coup, on traite de processus de création. On veut aller au cœur de la manière dont les artistes développent leur art, leur projet. Et cette fois-ci, c'était Maude Pilon qui écrivait sur son dernier projet, le livre À midi, une joie qui vient de sortir. Rapidement, donc, parmi les artistes d'art visuel, on a avec nous Charline Daly. Je vous la présente. Charline Daly est une artiste basée à Montréal. Habitée par le potentiel subversif de la douceur. Elle envisage l'hypersensibilité comme un pouvoir. Sa pratique combine le signal vidéo analogique, l'imagerie de synthèse, le textile et le verre sous la forme de films, d'installations, de performances. Ses œuvres visent à favoriser des états d'introspection pour aiguiser notre attention aux subtilités et on a bien hâte qu'elle nous en parle davantage. Elle est diplômée du Frénois, Studio national des arts contemporains et de l'UQAM aussi en arts visuels. Et son travail a été présenté entre autres au MoCA à Toronto, au FIFA à Montréal, Ann Arbor aux États-Unis, au VIF à Vancouver, CTM à Berlin, au BISF à Beijing et aux abattoirs à Toulouse. Une représentation internationale.
Voilà. Et donc, on vous invite pour les autres artistes du numéro, bien sûr, à vous procurer le numéro. Mais pour l'instant, on va discuter avec Charline Daly de ses différents projets et notamment le disque de poussière qui a été dans les pages de notre numéro Foudre. Pour ma part, j'ai le plaisir de vous présenter donc les autrices qui sont présentes avec nous aujourd'hui. Donc d'abord, Jennifer Bélanger est écrivaine et docteur en études littéraires à l'UQAM. Aux éditions Héliotrope, elle a publié Menthol en 2020 et Les Allongés en 2022, qui est un essai poétique rédigé avec Martine Delvaux. Elle a également dirigé le collectif Trouble nos ombres en 2023, paru aux éditions Triptyque, et elle entame cet automne, là, tout récemment, un stage postdoctoral en Belgique sur l'expérience du cancer au féminin et la notion de commun. Plusieurs femmes sans âge parlent en elles, pardon, et chacun de ces textes tente d'attraper le tressaillement de leur gorge nouée par les possibles fictionnels d'une écriture ouverte sur l'avenir. Viviane Velter vit en Suisse où elle travaille à son compte en tant que conseillère en communication. Elle a fait une formation en photographie professionnelle en Nouvelle-Zélande et un certificat en création littéraire à l'UQAM. Elle vient de terminer la rédaction de son premier roman. Nomade, aventurière et interdisciplinaire, elle privilégie le mouvement dans sa création. La photographie s'écrit et le texte se regarde. Bienvenue à vous deux, merci d'être là. Merci. Donc, on va entrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Tout d'abord, pour une première question, on aimerait bien que vous nous parliez peut-être des projets qui ont été présentés dans la revue. Puis vos projets respectifs peut-être un peu plus en général, mais si on va davantage dans ce qui a été présenté dans la revue, on pense à Charline qui a présenté This Home of Things to Be, qui était une exposition et donc plusieurs projets à l'intérieur de cette exposition-là. Et Jennifer et Viviane, La pérennité de nos identités, tient souvent à un E, pardon. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre univers de création? Pour qui, pourquoi, en fait, où vous entourez-vous pour créer? Et surtout, peut-être décrire un petit peu le projet. Donc, peut-être Charline, au départ. Oui, merci beaucoup pour cette invitation, cette introduction. Euh, oui, le projet d'exposition This Womb of Things to Be, c'était ma première exposition solo qui était présentée en mai dernier au Centre d'art Diagonale à Montréal, qui abordait la minéralité et les écritures minérales. Et donc, dans cette exposition, il y avait à la fois des archives scientifiques, donc qui étaient des vues microscopiques de météorites de pierres lunaires, mais aussi des œuvres vidéo, des compositions sonores, des installations qui incluaient le verre, le textile et des roches, le tout dans une ambiance assez tamisée dans la pénombre bleutée, pour donner un peu une idée, donc qui incluait des œuvres avec différents médiums. Et donc c'est toute une recherche en fait que j'ai amorcée quand j'étais au Frénois, pendant la deuxième année de mon cursus, et j'ai réalisé le documentaire expérimental Le disque de poussière que j'ai fait en collaboration avec des chercheurs, chercheuses du laboratoire de l'UMET à Lille. Et donc, c'était la pièce centrale de l'exposition. Et dans ce projet, j'y aborde des réflexions autour des pierres. Les pierres qu'on a tendance à considérer dans notre perception occidentale comme de la matière finalement très inerte, inanimée, non vivante. Et ce que j'ai essayé de faire à travers tout le corpus de cette expo, c'était de finalement remettre en question cette perception en m'appuyant à la fois sur la recherche scientifique, en collaborant avec des spécialistes en astrominéralogie, et aussi en m'inspirant de récits de science-fiction, comme ceux de Ursula Le Guin, qui permettent aussi d'ouvrir l'imaginaire à de nouveaux possibles, notamment par exemple d'imaginer l'existence de géolinguistes qui seraient capables de décrypter la poésie des pierres. Donc c'est vraiment une des idées qui m'ont beaucoup inspirée et qui ouvre peut-être de nouvelles manières d'être en relation avec ces roches et de les considérer finalement comme des entités qui ont beaucoup à nous apprendre de par les âges qu'elles ont traversés et envers lesquels on se doit d'avoir du respect. Et dans l'idée aussi plus concrètement de peut-être remettre en question nos politiques extractivistes. Voilà, une petite introduction de l'expo. Intéressant, merci. C'est riche, en fait, de considérer
peut-être les rushs, ou en fait de reconsidérer la création sans éléments anthropocentriques aussi, ou en fait en dialogue, une réelle discussion avec les éléments autres qu'humains, là. Merci beaucoup. Jennifer et Viviane, dans votre cas, comment décririez-vous votre œuvre que vous avez présentée, votre projet textuel? Donc, nous, on était habités aussi par cette idée de possible, de comment est-ce qu'on pourrait étirer notre lien, parce qu'on était forcés à une certaine distance. Viviane repartait en Suisse et moi, je restais ici au Québec. Et il faut savoir que dès notre rencontre initiale, l'écriture a été présente. Donc, l'écriture était antérieure à ce projet-là, d'aller-retour entre nous. Et je crois que c'était important donc, de remettre en jeu ce lien-là, de l'entourer de langage, de laisser aussi le langage se jouer de nous. Et la lettre E, donc, qui était initialement une erreur de ma part, j'ajoutais tout le temps des E dans nos correspondances. C'était un lapsus continuel. Et avec le recul, on s'est dit que c'était peut-être aussi une façon de, la lettre E étant ce qui déborde de la phrase ou comme une façon de poursuivre le lien. Et je pense que de creuser ce thème de la foudre en évitant l'écueil du lieu commun qui est le coup de foudre, mais en cherchant justement avec d'autres images comment approcher la foudre avec des expériences de l'enfance aussi que tu racontes. Donc, je pense que c'était, voilà, de joindre l'utile à l'agréable et d'habiter cette absence-là dans la correspondance autour d'un thème qui, envers lequel on dansait sans vraiment attraper. Donc, je sais pas si tu veux compléter. Oui, en fait, tu l'exposes bien. J'ai aussi envie d'ajouter que non seulement c'était très opportun d'écrire ce texte dans le cadre du Sabor, mais aussi c'était une nécessité entre nous, puisque la base de notre relation était vraiment très marquée par l'écriture, même en étant seulement dans deux quartiers différents de Montréal, mais aussi parce qu'il y avait véritablement un lien physique qui se crée par l'écriture, dans la mesure où on a toutes les deux une relation à l'écriture qui est très sensorielle, je crois, on pourrait dire au minimum. Et donc, c'était un prolongement de la lettre E aussi, qui est cette lettre qui s'efface, en fait, qui est très peu sonore dans la langue française, en tout cas. Et de sa forme en spirale, il y avait aussi tout un jeu autour de cette figure qu'on affectionne très particulièrement. Et donc, on s'est pris au jeu et on a, je crois, plus de mal à se limiter qu'à dérouler la spirale. Voilà. Merci à vous deux. C'est intéressant, ce lien-là entre correspondance. J'ai l'impression que la correspondance a sans doute nourri la création. La création a peut-être nourri en fait, la relation aussi. Donc, on pourra peut-être revenir sur cette notion-là de relation, à la fois, Charline, avec des spécialistes chercheurs de ton côté, et à la fois Jennifer et Viviane sur une discussion, peut-être des dialogues entre deux créatrices, entre vous. On l'a vu un petit peu dans les réponses que vous avez déjà données. J'ai l'impression que vos œuvres respectives sont vraiment fondées sur la fragmentation, sur le détail, l'attention aux détails et la cristallisation aussi de certains détails qui deviennent peut-être pas des symboles, mais des moments un peu charnières. Donc, c'est intéressant de porter cette attention-là aux minuscules. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Puis, comment vous procédez au choix de tel détail plutôt qu'un autre? Donc, peut-être je serais curieuse d'entendre d'abord Jennifer et Viviane. Vas-y. Ben, je pense que c'est Viviane qui m'a invité à développer cette écriture un peu plus photographique de par sa pratique qu'elle a donc en parallèle de l'écriture. Et on a vraiment voulu déplier le texte à partir d'arrêts sur image qui justement viennent un peu cristalliser là, cette attention aux détails ou du moins cette attention au détail, mais là aussi où ça nous échappe, là où ça glisse, là où on peut faire donc des lapsus qui sont révélateurs d'autres choses, qui vont aussi resignifier la langue. Par exemple, dans l'extrait qu'on va lire plus tard, le redoublement du E à l'intérieur de mon nom de famille qui crée donc la présence de l'abeille dans le texte. Donc, c'est un peu une espèce de fil qu'on déroule de sens sans jamais vraiment le saisir. Et je pense que c'est à ce niveau-là que le détail s'installe dans notre texte. Il précède pas le texte, c'est vraiment au fur et à mesure qu'on écrit, le détail s'impose à nous. Et nous, on essaie d'être sensible à ça et de l'attraper pour justement en faire un moteur pour la suite de l'écriture. Oui. Bon, puis pour compléter, évidemment, parce que je suis d'accord, je trouve que dans le fragment, dans le micro,
il y a un potentiel euh, immense, en fait, incommensurable. J'aime beaucoup cette image du pixel aussi en photo qu'on peut défaire et défaire. Puis finalement, quand on arrive au pixel, rien n'a plus de sens. Donc, trop regarder peut faire perdre le sens potentiel des choses. Et donc, trouver la bonne distance a toujours été, je pense, un enjeu pas seulement photographique, mais aussi dans le langage. Et donc, le fragment comporte ce défi aussi de savoir s'arrêter au bon endroit ou de le créer, parce qu'il ne préexiste pas nécessairement à l'écriture non plus, ni à la photo d'ailleurs. Ça, c'est un grand débat. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis si je peux me permettre, comment est-ce que un détail qui était que une de vous deux a voulu cristalliser, est-ce qu'il y avait la même importance pour l'autre dans la correspondance? Est-ce que vous avez été surprise par les détails que l'autre a retenus? Comment ça s'est passé? Ouais, c'est intéressant. Je pense que notre regard a l'habitude de se tourner vers les mêmes choses, mais le temps de réaction ou comment est-ce qu'on s'imprègne des détails diffère. Et je pense que là, c'était vraiment cet amour-là pour ce qui diffracte un peu ou ce qui dérange un peu dans le texte parce que c'était une erreur qu'on n'avait pas vue. Donc, ça œuvrait beaucoup au niveau de l'inconscient, je pense. Et après, je pense que d'un mot à l'autre, on pouvait sauter d'un univers, d'une temporalité, d'un endroit à l'autre. Donc, il y a cette mouvance-là au sein du détail. Oui, c'est vrai. Puis on a observé dans d'autres contextes que l'écriture que Jen était très attachée au macro et moi au micro. Donc je pense que quelque part, les endroits où on se défie un peu, c'est aussi ces endroits de à quel endroit et jusqu'où on va porter notre regard, ce qui peut être extrêmement stimulant, parfois aussi plus compliqué parce qu'il faut adapter le langage. Et on s'est prêté au jeu justement comme le texte était limité, il y avait aussi peut-être cette urgence à se trouver entre le macro et le micro. Mhm. Donc, il y a une espèce de tension, mais qui relève beaucoup plus du jeu que d'une tension désagréable. Charline, comment ça s'est passé pour toi, le travail du détail dans ton œuvre? Oui, ben, en fait, il y a aussi un lien très fort entre le macro et le micro, parce qu'il est question d'observer des fragments de pierres, donc de météorites, de pierres lunaires, donc des pierres qui viennent de très très loin dans l'espace et dans le temps, parce que c'est des fragments de pierres qui ont été témoins de la formation du système solaire. Et donc, c'est des poussières qui sont toutes petites, invisibles à l'œil nu, qu'on vient observer au microscope. Donc, il y a vraiment cette tension-là. Et donc, dans le cadre de ce projet, en fait, j'ai collaboré avec des chercheurs au laboratoire de l'UMED à Lille. Et je me suis vraiment intéressée aux microscopes électroniques à transmission, qui en fait sont les microscopes les plus puissants aujourd'hui, qui nous permettent de regarder la matière à une échelle infime, enfin inférieure au micromètre. On est capable d'aller voir jusqu'à des lignes d'atomes, pour donner quand même une idée de l'échelle. Et c'est la première fois en fait que j'étais en contact avec ce genre d'image, même si j'avais déjà vu des images de microscopie. C'est cette qualité-là, là j'ai découvert des genres d'écriture, de calligraphie, de motifs de lignes qui pour moi ressemblaient fortement à des tableaux de peinture abstraite, de partitions musicales. Et il y a une image en particulier qui a attiré mon attention, que le chercheur m'a présentée, Hugues Leroux. Et c'était une archive de la NASA, une vue microscopique au Met d'une olivine lunaire qui a été récoltée dans une des missions Apollo en 1976. Et enfin, ce qui était intéressant, c'est que autant Hugues, le chercheur, que moi étions fascinés par cette même image. Et donc ça a vraiment été notre point de rencontre pour discuter et voilà, réfléchir ensemble. Et donc c'était intéressant parce que autant lui que moi, on a l'habitude de travailler avec des images, mais on n'a pas du tout les mêmes approches et les mêmes perspectives. Et donc voilà, c'est le moment où euh, on a une image qui ressemble fortement à genre une partition musicale et on a même de la difficulté à croire que c'est une roche qui est observée au microscope qui vient de la Lune. Et pour lui, il s'agit de la plus belle image, autant d'un point de vue d'une qualité scientifique que de ce qu'elle permet d'évoquer. Que même lui, en tant que chercheur, ça lui l'amène à se questionner, à remettre en question enfin, le fait que voilà, c'est un message comme s'il pourrait y avoir une intention derrière. Donc même si lui, en tant que chercheur, dans une pratique très rationnelle, ça lui ouvrait en fait
l'imaginaire. Donc ça m'a vraiment intéressée qui m'ouvre à la fois sa pensée complexe de ce chercheur, mais qui me donne accès aussi à sa part de rêve, qui permettait de guider sa recherche. Donc c'était très touchant de découvrir ce côté sensible, et puis aussi de voir à quel point il s'est impliqué dans le processus créatif, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer, quoi. Il m'a même proposé des storyboards, il était vraiment hyper inspiré. Je pense que ça lui faisait du bien aussi de changer de perspective. Oui, tout Et à fait. Pardon. d'un point de vue scientifique aussi, donc il s'agit de la pierre qui est marquée par le temps, qui a été témoin de la formation du système solaire, mais il est aussi question de la langue finalement, peut-être une langue un peu différente de la nôtre, mais les chercheurs parlent vraiment d'écriture minérale et de message minéralogique. Donc en fait, j'invente rien, c'est vraiment les termes qui sont employés par les scientifiques, et qui sont interprétés euh, par eux. Donc, il me donnait un peu les clés pour apprendre à les décrypter. Donc, il y a les lignes droites, par exemple, parallèles, qui en fait sont dues au choc, au choc initial entre deux corps minéraux. Et ensuite, sur des dizaines de millions d'années, ben, les lignes droites, elles ont tendance à se courber avec les changements de température. Donc, c'est vraiment des histoires d'impact et de changement de température qui créent ces motifs-là. Et donc, avec le temps, ces courbes, elles ont tendance à former des boucles qui vont ensuite disparaître, mais sur des échelles de temps géologiques. Donc tout ça pour dire qu'au final, on se rend compte que la roche, elle n'est pas du tout aussi inerte qu'on pourrait croire et que si on la regarde à cette échelle de temps, eh ben, elle est très vivante et elle bouge. Et Hugues me suggérait même d'imaginer que si j'avais accès à cette temporalité géologique, bah, je verrais la roche bouger de manière très fluide, presque comme de l'eau finalement. Donc ça a vraiment aidé à changer de perspective pour la regarder. C'est vraiment fascinant. C'est fascinant que la roche dise quelque chose. Elle incarne un langage. C'est sûr qu'il y a énormément de ponts, de liens à faire avec, je pense, le travail de langage aussi de Jennifer et Viviane. En fait, j'avais plusieurs questions. Peut-être si on approfondit davantage celle-là, la question de la matérialité, peut-être le travail de la matière qui est inhérent à vos créations. Vous en avez parlé un petit peu, mais si on va un peu plus en profondeur. On voit que finalement, dans les deux cas, il y a un matériau lié à la langue. Dans les deux cas, bon, il y a quelque chose de l'ordre de l'image du visuel, autant le rapport au photographique chez Jennifer et Viviane et le rapport aux lignes, c'est ça, aux détails, en fait, à l'image qui est sur la roche même, ou les images à partir des roches dans le cas de Charline. Euh, En fait, là, puis on l'a vu un petit peu, c'est comme si ces objets-là peuvent inspirer des chercheurs, peuvent inspirer des, voilà, des personnes qui sont pas nécessairement, dont l'intention n'est pas nécessairement artistique. Mais si on renverse la chose, quel regard, nous, on peut porter, en fait, sur ces matières-là d'un point de vue artistique, en tant qu'artiste, comment on ramène dans ce contexte-là artistique ces matières-là? Voilà, peut-être, en fait, peut-être si on continue avec Charline là-dessus, puis on engage après vers Jennifer et Viviane. Oui, bah, je dirais que dans mon cas, le transfert de cette recherche scientifique, euh, ça s'est manifesté dans mon travail comme une manière de révéler la charge poétique du discours scientifique, en réemployant, en fait, en utilisant les mêmes termes des chercheurs, mais des fois, dans certains cas, certains mots venaient évoquer quelque chose de plus large, de réflexion philosophique qui ne se limitait pas au contexte scientifique. Et par exemple, il y a des moments, il parlait de l'eau comme un agent en fait, de cicatrisation qui s'infiltre dans les fissures de la roche et qui permet de cicatriser les blessures de la roche. Donc évidemment, là, il y avait comme un très beau parallèle à faire, qui sont des mots en fait très chargés symboliquement, qui peuvent faire penser à la guérison de nos propres corps. Et aussi, c'est des thématiques qui m'habitent depuis un moment dans ma pratique. Donc c'était aussi une manière pour moi de les aborder sous un autre angle. Puis ça m'a inspiré en fait à créer une sculpture en verre avec des genres de fissures qui étaient inspirées les formes, c'était inspiré d'une vue microscopique de roche et physiquement
j'ai rempli ces fissures d'eau. Donc c'était vraiment pour illustrer ce rôle-là que l'eau peut avoir pour faciliter la transformation et la guérison. Merci beaucoup. Dans le cas de Jennifer et Viviane, est-ce que ce rapport-là, matière presque photographique, matière du langage, comment on ramène ça dans un contexte artistique ou comment on le fait foisonner dans un contexte artistique? Ben, c'est drôle, on peut peut-être continuer avec l'idée de fissure parce que le texte aussi, visuellement, il est parfois haché, comme il y a cette coupure qui marque en fait la prise de parole de l'autre. Et quand on se parlait hier de notre création, on se disait que ça fonctionnait aussi par strates, donc des strates qui va révéler que le langage n'est pas matière inerte ou coquille vide. Et justement, si on fait un pont avec les minéraux, on peut aussi penser que c'est pas simplement une temporalité qu'on peut lire en creux comme le fossile qui s'imprime, mais aussi capable d'invoquer quelque chose de ce qui vient ou d'un avenir qui est comme contenu dans la pierre ou dans le minéral. Et j'avais l'impression que le langage nous servait à comme ça danser sur plusieurs temporalités. Ça nous permettait aussi de remplir un corps selon l'identité qu'on aimerait lui faire porter, parce que ça commence avec cette idée donc de prénom, toi qui ajoutes, retire le E selon les circonstances. Et pareil, on avance. Moi, je parle du bégaiement au cœur de son nom, Viviane, ce double vie moi, faisait sens pour plusieurs significations, mais pour ce côté vivant, justement, du lien qui naissait. Donc, je pense que la matière du langage s'est pétrie comme ça à force de manipulation linguistique peu consciente. Et je ne sais pas si tu veux continuer. Oui, je voulais juste ajouter un petit détail, peut-être moins élaboré, en fait, assez simple. C'est que dans mon cas, la photographie que je pratique le plus volontiers, c'est celle du paysage. Et j'insiste sur ça parce que ça peut paraître banal, mais c'est justement très difficile de pratiquer de la photographie de paysage qui ne soit pas banale, qui ne soit pas carte postale. Et ça implique pour moi la matérialité de mon corps directement dans la mesure où pour obtenir des conditions qui me stimuleraient suffisamment, il faut que je marche parfois 30 km une journée avec un gros sac. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que, à l'image de grands photographes animaliers, je suis capable d'aller en Alaska photographier le loup blanc, mais il y a toujours quand même une dimension de la temporalité du corps dans un espace qui, dans mon cas en plus, n'est jamais parcouru en voiture, mais toujours à pied. Et ça, j'y tiens parce que non seulement c'est extrêmement gratifiant d'arriver dans un endroit où on se sent seul, même si on l'est rarement, mais en plus parce que euh, sans s'auto-flageller, je pense que dans l'expérience du temps et de la lenteur en photographie, on obtient aussi de meilleurs clichés, de meilleures expériences. Donc, ça passe vraiment par le corps. Et le langage, bien sûr, rejoint tout ça, puisqu'il y a une interaction entre l'écriture et la photo dans mon cas. Et dans le cadre de notre texte, il y avait aussi toute cette idée de déambulation dans la mémoire aussi. Je pense que on voulait assumer ces retours à l'arrière, le point culminant de notre rencontre, et puis de fictionnaliser aussi cette temporalité-là qui nous échappe en raison de la forte luminosité de notre rencontre aussi, si on parlait de foudre. Mais donc, je pense qu'on est vraiment dans un langage qui se veut corporel et qui veut aussi peut-être dépasser les limites du corps, puis aller chercher au-delà de ses frontières corporelles. Et là, bientôt, on va parler de cette idée de piqûre, mais la piqûre qui incarne donc cette transgression du langage, puis de la corporéité du texte. C'est vraiment intéressant. C'est toujours impressionnant de voir les échos qu'il y a dans vos processus respectifs. Il y a beaucoup, c'est ça, l'idée de matière comme porteuse de poésie, déjà avec une charge poétique forte. Dans les deux cas aussi, il y a cette idée de la lenteur, du temps et de l'écoute, là. Moi, j'entends beaucoup d'écoute envers les minéraux, envers le corps, l'environnement et tout ça. Je pense que à la suite de votre réponse, Jennifer et Viviane, ce serait un bon moment de vous entendre. Est-ce que vous accepteriez de lire un extrait de ce texte pour le donner à voir concrètement, cette dynamique-là? Bien sûr.
Assise dans ce café où nous nous sommes retrouvés pour la première fois, j'entends ce Viviane glisser hors de tes lèvres. Ta voix enfile les mots en un collier de saphir. J'attrape tout de suite le bégaiement du vie que j'interprète comme le signe longtemps attendu au creux de ma mort. J'ignorais encore que tu aurais ce don de faire surgir le détail, qui, dans la trame des jours, changerait tout, modifierait à lui seul la substance de l'air, l'essence de mon corps. Je me tenais devant une photographe dont la quête est de capturer ce poctum que Roland Barthes décrit comme une piqûre, un petit trou, une coupure et aussi un coup de dé. Tu m'arrivais avec cet espoir du hasard que rien ne parviendrait à figer tant tu maintenais ouverte la rumeur d'un risque à prendre. Il suffisait d'être aveugle aux règles, à tout ce que nous prétendions savoir du cœur. Donc, je prends la suite avec un petit sursaut au-dessus du texte. Aimanté par le premier fragment de notre correspondance que tu m'envoies pour ce projet, je ne remarque pas tout de suite la faute de frappe dans le titre que tu as donné au document, deux points, Jennifer Bilanger. La pérennité de nos identités tient souvent à un E. Dans la collection des lettres ajoutées, supprimées, remplacées qui ponctuent nos échanges, le E semble être ta préférée. Le E que j'aime enlever de mon prénom s'est invité dans ton nom. Il a glissé, tel un fil à coudre, dans le chat d'une aiguille, d'un soi à l'autre. Une chute de soie dans laquelle s'enrouler pour se défaire. Étoffe des draps confectionnés par nos histoires entremêlées, par nos jeux de mots et de peau. Abeille, aiguille ou méduse, quelque chose nous a piqué. Décharge électrique. La vive n'est pas sous le sable, mais dans le sablier. Le temps ne passe pas, il se passe. C'est un événement. Ce mot qui t'est si cher. Événement de notre rencontre. Veine, sève, déracinement, cinétique. Merci beaucoup. Ça met parfaitement la table pour la suite. Donc, vous en avez parlé déjà, puis on a pu le voir se produire dans le texte. Mais ce motif-là de la piqûre, moi, m'a beaucoup interpellée à travers votre correspondance. On le sent vraiment au carrefour entre la douleur, l'excitation, le plaisir aussi. Donc, c'est un moment très pointu, très défini, un détail, mais qui stimule beaucoup de choses et physiquement et émotivement. J'aimerais vous entendre sur la façon dont la piqûre stimule la création et aussi comment vous la liez à cette idée de foudre. Alors, la piqûre, ça me fait penser tout de suite à ce punctum qu'on mentionne dans le texte. Au-delà de la piqûre, ça me fait penser à un point de fuite, littéralement quelque chose dans l'image et dans le texte qui échapperait au contrôle, au visible, au représentable. Donc, cette piqûre, elle est propice à une accélération du temps, un ralentissement potentiel aussi. Elle fait sursauter, elle fait réagir, elle fait se positionner. Après, il y a toute une allusion à cette piqûre de vive. Je préfère le préciser parce que tout le monde ne le sait pas. Là, c'est ce petit poisson qui existe sous le sable en Méditerranée notamment. Si on marche dessus, donc avec son dard, elle vous pique et ça envoie cette décharge électrique. Et donc, c'est cette réaction à l'autre, un corps à l'extérieur de soi qui fait se positionner, j'aime bien ce terme en fait, et puis réagir. Ensuite, on peut en faire quelque chose ou pas. La piqûre de vive, pas grand-chose. Mais c'est ça. Donc, pour moi, la piqûre évoque vraiment cette réaction à l'altérité dans un espace-temps extrêmement réduit, comme une implosion, mais aussi cette sortie de l'image que Barthes évoque avec son punctum. C'est intéressant parce que c'est une implosion, donc quelque chose qui peut être limité dans le temps, mais si on pense à une figure d'abeille, justement, où l'engourdissement perdure à travers la journée, puis on demeure en fait avec ce qui persiste, et je pense que c'est l'idée du retour, de cette sensation-là, de cette altérité-là qui se présente à nous sous forme d'une violence, mais dans notre cas, c'était plus d'un éveil ou d'une conscience à quelque chose qui peut nous échapper, puis on a l'impression qu'on doit le saisir, puis le signifier. Donc, je pense que cette piqûre-là, elle est pas du tout dans, dans, dans un imaginaire médical ou d'une intrusion ou quelque chose comme ça, mais plutôt de l'ordre d'une prise de conscience de ce qui est plus grand que nous. Oui, c'est intéressant parce que la question de la piqûre, c'est le moment d'un choc.
En fait, on est dans un temps présent, j'ai l'impression, qui mène après à quelque chose de plus grand que nous. Forcément, un peu comme la foudre, en fait, l'éclair qui amène vers le après. Donc, on s'est posé, nous, la question, en fait, il y a la foudre, il y a le moment, mais il y a tout ce qui concerne le avant, le après, la préparation, c'est ça, ce choc-là même, mais qu'est-ce que ce choc-là implique? Et j'ai l'impression que dans le cas de Charline Dali, on est davantage dans peut-être, si je me trompe pas, dans l'après-foudre. On a eu ce choc-là. Les pierres ont été créées justement dans un choc, dans une fusion de la matière. Et là, on les voit comme les artefacts de ce choc-là. Donc, comme si c'était les artefacts d'une certaine piqûre à quelque part, j'ai l'impression, là, dans la foulée d'eux. Et puis, en fait, c'est principalement visible dans ton installation vidéo, oui, ton installation vidéo, ta vidéo installative plutôt, le disque de poussière. Puis en fait, tu nous en as parlé, c'est une collaboration avec un chercheur en minéralogie, un ingénieur, membre de l'UMET à Lille. Mais c'est ça, peut-être on pourrait peut-être pousser la chose. Est-ce que c'est possible de nous parler davantage de cette matière fusionnée-là qui devient élément poétique? Tu en as un peu parlé tout à l'heure, mais cette question-là du choc, en fait, qui nous intéresse et qui est passée dans ton cas. Mhm. Oui, oui, bien sûr. Bah, en fait, dans mon cas, c'est vrai que donc, il est question de ces fragments d'astéroïdes qu'on peut voir comme ça, comme des témoins de l'après-foudre, de l'après-choc, où en fait le message qui est gravé dans la pierre, il est un témoin de cet impact, de cette histoire vécue par la roche. Euh, donc il y a eu ce moment foudroyant où la matière a été frappée, a fondu et ensuite s'est recristallisée. Et les lignes viennent vraiment raconter l'histoire qu'elle a vécue. Et ce que j'aimerais aussi mentionner, c'est que oui, il y a ces artefacts de l'après-food, mais il y a aussi des manipulations qui sont faites par les chercheurs qui viennent restructurer la matière d'une autre manière, euh, qui sont vraiment dues à l'utilisation spécifique de ce microscope. Et c'est en discutant avec les chercheurs qu'ils m'ont mentionné ces phénomènes-là. En fait, ce microscope, il fonctionne avec un faisceau d'électrons qui est envoyé sur la matière quand on veut l'observer. Et quand on se met à zoomer vraiment intensément, des fois il arrive que la matière supporte pas l'intensité du faisceau d'électrons et vienne complètement se restructurer. Et donc, de manière irréversible, et donc faire éclater tous les messages qui ont été enregistrés. Et dans mes discussions qui ont beaucoup alimenté le processus créatif, quand je me suis intéressée à ça et je leur ai posé des questions plus en détail sur ce phénomène, ils avaient du mal à comprendre, les chercheurs avec qui je collaborais, pourquoi je m'intéressais à ça en fait. Parce que pour eux, c'est un événement catastrophique qu'ils essayent d'éviter autant que possible. Et en fait, c'est là où mon point de vue d'artiste intervenait aussi, parce que moi, je m'intéressais à ça dans le sens où ça parle des limites de nos outils technologiques qui sont censés être les plus puissants. Et donc, il y a une forme de perte de contrôle où cet événement, ça nous ramène nécessairement à une forme d'humilité par rapport aux limites de nos outils, de nos savoirs. Et donc, c'est vraiment un événement que j'ai représenté, illustré dans le film, où j'ai altéré certaines images scientifiques pour montrer cette disparition des messages. Et Oui. donc, pour moi, ça nous ramène du coup à cette forme d'humilité, d'accepter cette perte de contrôle et aussi aux questions qui sont laissées sans réponse. Il y a comme plein de questions par rapport au conte, par exemple, où ça fait des dizaines d'années que des chercheurs continuent à essayer de résoudre ces questions-là, mais il n'y a pas de réponse claire, il y a plein d'hypothèses encore. Et puis, c'était assez frappant, en fait, d'entendre dans le film, il y a un moment, on entend Hugues dire euh, ça fait des centaines d'années que les chercheurs continuent d'essayer de trouver des réponses claires. Et puis, la réponse, elle est simple. En ce moment, c'est qu'on comprend rien. Mais du coup, c'est assez étonnant d'entendre un chercheur dire ça. Mais en même temps, Anne-Marie renchérit en disant que
c'est ça, on comprend rien en ce moment, mais on s'arrête pas de chercher pour autant, et c'est ça qui continue d'alimenter la curiosité de la recherche, et que peut-être des futures générations auront plus de clés pour plus de réponses. Donc, ouais, C'est pour moi. intéressant parce que c'est comme si la matière finalement nous dit quelque chose de notre propre condition en tant qu'humain. Ouais, Mhm, c'est comme si on laisse la place au début, en fait, on parlait de laisser la place aux éléments non humains, en fait, comme, en fait, éléments d'agentivité. Et puis là, il y a une espèce de retour du balancier où, ben, finalement, à force d'écoute de la roche et puis à force de dialoguer avec cette matière-là, ben, il y a un retour à quelque part vers l'humain et puis sur une prise de conscience, en fait, peut-être de notre propre non-connaissance ou etc. mhm. C'est Ouais, c'est ouais. vraiment pertinent. On a le temps pour en fait quelques minutes encore, mais je vous écoute parler. On a parlé beaucoup de matière, on a parlé beaucoup de contenu. J'aurais envie de vous poser une dernière question par rapport à la mise à la diffusion de ces œuvres-là, à la mise en matière, justement, pas nécessairement, on a la matière comme contenu, mais en la mise en matière de ces œuvres-là. Donc, Charline, tu as créé une installation, en fait, autour de la vidéo, tu as créé une exposition, donc une espèce de, justement, mise en espace de ce dialogue-là avec la roche, avec les scientifiques. Et dans votre cas, Jennifer et Viviane, ben, votre correspondance est mise en matière dans les pages donc dans un espace bidimensionnel. Et j'aurais peut-être juste aimé vous entendre là-dessus. Comment vous avez pensé cette mise en espace-là? Qu'est-ce que cette mise en espace-là dit finalement de votre création, dit de votre processus de création ou de votre intention finalement? Peut-être Jennifer et Viviane. Oui. Ben, en fait, je pense que ça traduit bien les envois par courriel qui sont entre nous, en fait. Et je pense que ça nous a fait un choc aussi de le voir mis en forme, imprimé, entouré d'images, la couleur mauve aussi. On voyait qu'il y avait comme un clin d'œil au propos, donc un choix stylistique qui était très fort. Et je pense que le défi, c'était de rendre le mouvement à l'intérieur d'un texte qui est imprimé. Et je pense que le fragment, en installant du silence, du vide, de l'espace, crée une espèce de mouvement à l'intérieur du texte. Donc, je pense que c'était important pour nous de conserver à la fois, d- à la fois reconnaître quelle voix, quel fragment appartient à qui, mais peut-être jouer aussi sur une certaine ambiguïté ou du moins un certain, voilà, une certaine confusion qui était nécessaire peut-être aussi pour nous-mêmes s'installer dans le texte au fur et à mesure. Oui, puis moi j'ajouterais que, pareil, en recevant la revue, il y avait ce choc qui était très positif, en l'occurrence, de le voir entouré, comme tu dis bien, d'autres images, parce que ça donnait encore bah, ces fameuses strates, d'autres dimensions au texte, et de sentir qu'un ou plusieurs regards s'étaient posés sur cette matière qui était virtuelle à l'origine, puisque c'était à distance. Euh, 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 Venait compléter vraiment la chair du texte et ces images justement d'installation ou autres donnaient une dimension complètement arrondie, en fait j'ai envie de dire arrondie à un texte qui aurait pu rester juste plat, euh, sans point de fuite justement. Donc l'objet lui-même dans la revue, il est sublimé, j'ai envie de dire. Et, et ça, je pense que ça n'aurait pas pu se produire sans le regard extérieur, une nouvelle fois, d'éditeurs, éditrices ou de lecteurs, lectrices et d'autres personnes intégrées au projet artistique. Merci. Dans le cas de Charline, effectivement, on a mis en scène finalement dans une installation ton projet. En fait, tu as mis en scène dans une installation ton projet. Puis après ça, effectivement, ça a été dans les pages de la revue. Mais c'est ça, j'aimerais t'entendre peut-être juste par rapport à la mise en espace de ton installation. Mais si jamais, effectivement, comment tu as pensé la traduction justement de cette installation-là vers les pages de la revue? J'aimerais t'entendre peut-être sur ces deux points-là. Mhm. Oui, pour moi, c'était vraiment important
mettre en espace ce film et de vraiment prendre en considération l'expérience du public, des personnes qui allaient entrer dans l'espace d'expo et que ça devienne une expérience à vivre vraiment dans le corps. Donc, dans ce cas-là, pour moi, c'est vraiment important qu'on puisse se déposer, comme on parle de lenteur, de ralentir, d'offrir vraiment concrètement cet espace. Donc, il y avait des installations en textile, des matelas en forme un peu organique qui étaient déposés au sol, sur lesquels on pouvait vraiment se déposer et prendre son temps. Et ces matelas servaient à la fois d'assises et il y avait aussi des coussins qui servaient de socle aux roches. Donc il y avait vraiment une horizontalité entre les humains qui s'asseyaient sur les coussins et les roches qui étaient aussi déposées assises à côté de nous. Donc c'était vraiment pour créer ce parallèle dans l'espace et créer un espace un peu de méditation, d'introspection pour réfléchir et ressentir aussi dans nos corps. Il y avait même une boisson qui était offerte à l'entrée, un genre d'élixir bleuté qui était en fait comme une infusion avec l'énergie d'une agate pour toujours dans l'idée de continuer cette expérience vraiment corporelle. Intéressant, merci beaucoup. En fait, c'est ça. Effectivement, cette expérience corporelle-là se traduit dans la revue par l'expérience du visuel aussi, là, des yeux qui passent d'une page à l'autre et bon, de tourner les pages, c'est peut-être moins organique. Mm, mm. Effectivement, c'est notre expérience. C'est déjà la fin. C'est déjà la fin, on va leur passer. Puis avant de clore, on aimerait beaucoup vous entendre là, rapidement sur vos projets en cours ou vos projets à venir pour ceux et celles qui voudraient vous suivre dans votre création, dans vos créations respectives. Peut-être Charline, on pourrait t'écouter d'abord. Oui, mais j'ai une prochaine exposition qui va être présentée au centre Caravansérail à Rimouski. Ça s'appelle Blue Vessel et ça va mettre en scène une forme de rituel nocturne entre femmes qui est très inspiré par des réflexions hydroféministes, où il y a des formes de langage initiées par des signaux lumineux, où j'assume vraiment plus le côté d'induction hypnotique avec des images en flash. Et il y aura encore des vidéos du textile et du verre. Ça, c'est un des projets. Puis là, en ce moment, je travaille aussi sur un projet de recherche-création avec mon duo, le Desert Move, avec lequel je viens de terminer une tournée hier soir. Et on est en train de penser à un nouveau projet sur les décharges électriques de la foudre, justement, où on s'intéresse aux fulgurés, aux personnes qui ont survécu à la foudre et ça vient créer des motifs très particuliers sur la peau. Voilà, dans les prochains projets qui s'en viennent. Incroyable, il me semble qu'il y a plein d'échos avec vos projets, Jennifer et Viviane. Je serais curieuse de vous entendre aussi sur les projets à venir. Ben, en parlant de ceux qu'on nomme des figurés, il y a le récit de Claire Fercac qui est après la foudre, je crois, et elle parle donc d'un témoignage d'une femme survivante. Mais je pense qu'on va poursuivre le caractère ludique de nos échanges, peut-être trouver un format plus long. Moi, dans le cadre de mon post-doctorat, je vais sans doute travailler auprès de femmes donc, qui traversent un cancer. Et puis, en parallèle, j'écris aussi un récit sur le deuil de ma meilleure amie. Donc, je suis habitée par une création un peu éclatée et j'essaie de me recentrer pour l'instant. Mais le fait de changer de pays me donne envie d'écrire et de retrouver justement un espace à moi de création. Ouais. Oui, bon, dans mon cas, c'est pour l'instant un peu bloqué partout parce que là, la priorité, c'est installer la base en Belgique. Je crois que la première chose que j'aimerais réussir à faire, c'est faire éditer déjà ce premier petit roman. Donc là, je suis en phase de recherche, évidemment, d'apprentissage parce que j'ai jamais tenté ma chance. Et la deuxième priorité, ça serait de justement me remettre à voyager dans des espaces bruts, sauvages, qui me poussent un peu à certains points limites de mon corps, hein, plus que de ma psyché, je pense. Donc, ben, je pense toujours aux pôles, hein, les pôles nord et sud, avec l'escale obligatoire en Nouvelle-Zélande, qui, je dirais, est le pays qui me comble d'un point de vue esthétique. Voilà, puis pourquoi pas en faire un projet photo, mais seulement photo, alors un livre de photos, j'aimerais beaucoup. Ouais.
On suit tous ces projets-là dans les prochains mois et années à venir. Merci beaucoup, Jennifer Bélanger, Viviane Velter et Charline Daly. Merci à ma super collègue Anne-Marie Duquette. Merci aussi, en fait, à notre équipe au Sabord, Caroline Saint-Amand, Dominique Mousseau, Céline Gélina, les membres du comité de lecture de rédaction de notre CA. On ne doit pas les oublier, en fait. On est toute une équipe derrière. Surtout, merci à vous tous d'être avec nous, d'avoir écouté, regardé, écouté cette conversation avec. Et je vous rappelle que cette conversation avec, c'est notre série d'entretiens qui met de l'avant auteurs, autrices, artistes publiés dans les pages de nos numéros. On en fait un par numéro, justement. Et là, on parlait du numéro 128 Foudre, qui est maintenant en kiosque. C'est possible de le commander via notre site web. Et on vous invite à surveiller nos pages Facebook, Instagram pour des informations exclusives. Et aussi, on a un appel à texte et à œuvre pour le prochain numéro, SAS, qui sera le 15 décembre, date limite. Et vous pouvez vous abonner à notre infolette et à notre chaîne YouTube. Alors, passez un magnifique automne. À bientôt. Et puis, on se revoit probablement en février-mars prochain pour une autre conversation avec. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup.